Merci à vous. Je ne vais pas être trop long parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse échanger. Je vous dis peut-être en quelques mots pourquoi je suis là. Pourquoi je suis là à Bordeaux, c'est pour vous rencontrer. Pourquoi je travaille sur ce sujet-là, c'est la raison est vraiment très simple. Je suis engagé, moi, dans la vie publique en France depuis une quinzaine d'années. Euh, D'abord, j'ai été conseiller à Matignon, j'étais conseiller de Jean-Pierre Raffarin, j'écrivais ses discours. Et puis, après, je suis parti dans le secteur privé et j'ai continué à écrire, non pas des discours, mais des livres, sur des sujets assez variés qui n'avaient rien à voir avec l'islam. J'ai créé un club en 2004 qui s'appelle le Club 21e siècle, sur un sujet qui n'a pas à voir avec l'islam, mais qui a à voir avec les musulmans. Le sujet, c'était précisément pas les musulmans, c'était les enfants d'immigrés. Les enfants d'immigrés récentes, en gros maghrébins, subsahariens, mais aussi asiatiques. Avec l'idée qu'il fallait montrer le succès de ces enfants, qu'il fallait montrer leur succès aux parents, aux enfants d'immigrés, et qu'il fallait montrer leur succès au reste de la communauté nationale. Pour montrer et pour dire une chose, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. C'est difficile, c'est compliqué, mais en fait, ça a toujours été difficile pour tous les enfants d'immigrés depuis qu'il y a de l'immigration en France qui est mesurée, c'est-à-dire depuis 1830. Et il n'y a pas de fatalité, il faut le dire aux familles, il faut le dire aux premiers concernés, mais il faut le dire aussi au reste des Français, qui ont tendance aujourd'hui à croire que parce que vous êtes arabe, parce que vous êtes musulman, parce que vous êtes subsaharien, en fait, vous êtes différent des autres. Donc l'idée, c'était, quand on montre le succès, on montre la normalité. Et quand on montre la normalité, on montre à tout le monde que, certes, il y a des difficultés supplémentaires, mais qu'il n'y a aucune fatalité. Dans le club, on s'est toujours dit, on ne parlera jamais de religion. Jamais. D'abord parce qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas musulmans, même si la majorité l'était. De culture. On n'a jamais demandé aux gens quelle était leur religion. Et moi, j'ai cheminé comme ça. Pour moi, la religion, c'est une affaire privée, question familiale. Je viens d'une famille protestante par ma mère, musulmane par mon père. Et mon père était enseignant à la Sorbonne d'anthropologie juridique, musulmane. Il vient d'une famille de juristes musulmans tunisiens depuis toujours. Et dans la famille de mon père, il y avait cette tradition juridique et puis une tradition politique. Ils ont fait partie des familles qui ont reconstruit la Tunisie après l'indépendance. Et donc moi, j'ai une histoire politique dans ma famille. J'ai changé d'avis sur le fait de travailler, pour moi, à mon modeste niveau, sur l'islam, le 7 janvier 2015. Charlie. Et encore plus le 11. Je me suis dit, et j'ai plein d'amis qui m'ont appelé ce jour-là et qui m'ont dit, pas musulmans, ils m'ont dit, on a besoin que les musulmans s'engagent. Vous l'êtes pas, à la limite, c'est pas notre problème. Mais la communauté nationale a besoin de voir, de sentir la mobilisation, la compréhension, comment dire, et pas ce silence gêné, perçu, je ne dis pas que c'est la réalité, mais c'était un silence perçu. Moi, j'ai travaillé 2 ans en Égypte, il y a 20 ans. Et puis, à titre professionnel, après Matignon, comme conseil, comme banquier, je travaille beaucoup dans le monde arabe. Puis, j'ai toujours beaucoup lu sur ce qui se passait, avec un angle pour moi qui n'est pas théologique. Je suis un grand ignorant en la matière, qui est plus politique, au sens large. Et quand j'ai commencé à réfléchir sur qu'est-ce que je peux faire ici avec ce que je suis, je me suis dit, mais en fait, ce que je perçois, c'est qu'il se passe dans un certain nombre de quartiers, ce qui s'est passé, ce que moi j'ai vu en Égypte à l'œuvre, il y a 20 ans, qui avait commencé il y a 50 ou 60 ans, et même presque il y a un siècle, ce que je vois en Tunisie, ce que je vois au Maghreb, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train d'imposer une forme de normes religieuses, de consensus religieux, et pour ça, ils mélangent l'action religieuse avec l'action sociale. L'action sociale, l'action caritative, l'action éducative, le vieux modèle des frères.
Et puis, ce qu'on voit arriver, on en parle plus aujourd'hui encore qu'il y a 3 ans, hein, c'était une sorte de synthèse un peu improbable de doctrines inspirées du wahhabisme saoudien, et puis d'invention par des jeunes français nés en France d'un nouveau discours musulman qui a un objectif, c'est enfermer. Enfermer dans une communauté rêvée, avec l'idée que la société occidentale est corruptrice, qu'elle est corrompue, qu'elle est corruptrice, et qu'il faut s'en séparer. Ce qui est inimaginable dans le modèle français. C'est plus facile à accepter dans des modèles anglo-saxons, organisés sur la coexistence entre les communautés. Pour moi, et ça c'était le discours du club, la France, elle a une vertu et en même temps une difficulté vis-à-vis de ces immigrés. C'est qu'elle leur dit, vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus. Je parle d'un point de vue symbolique, hein, je ne parle pas d'un point de vue pratique aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus parce que fondamentalement, on considère qu'il y a une seule humanité. Vous êtes étranger, c'est pas grave, vous faites partie de la commune humanité. Mais pour faire partie de cette commune humanité française, en fait, il faut que vous nous ressembliez. Parce que si vous gardez trop longtemps des différences qui nous semblent ontologiques, vous allez nous envoyer un message qui est un message de contestation de notre vision du monde. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Parce que vous pouvez, à la limite, rester ce que vous êtes dans votre différence, mais vous ne pouvez pas contester notre vision du monde. C'est un modèle assimilationniste. Vous allez venir dans la sphère publique, je ne parle pas de la sphère privée. Le système français républicain respecte la sphère privée. Mais dans la sphère publique, il ne supporte pas ce qui est de l'ordre de la grande différence. Ce qui serait le signal que, en fait, tout le monde n'est peut-être pas exactement partie de la même humanité vue du point de vue français, qui est forcément un peu réducteur. Donc j'ai commencé à travailler avec ces idées-là, en me disant, on est dans un moment un peu compliqué. Et je suis géographe de formation, et puis je fais du conseil en stratégie. Enfin bon, je me suis dit, il faut faire une stratégie. Pour faire une stratégie, il faut savoir ce qui se passe. Il faut savoir ce qui se passe. Ensuite, il faut essayer de comparer avec des cas plus ou moins proches. En tout cas, il faut s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger. En tout cas, il faut savoir ce qui se passe à l'étranger. Il faut aussi comprendre pourquoi certains ont du succès. Et puis, il faut essayer de définir une voie qui ensuite devra être mise en œuvre avec des moyens, des organisations, des hommes, des financements, des discours. C'est pour ça que j'ai fait l'enquête dont vous avez parlé il y a 2 ans, qui était première enquête quantitative sur les musulmans. D'abord, combien il y en a? Qu'est-ce qu'ils croient? Comment ils se perçoivent, s'intègrent par rapport au système de valeurs républicain? Quel type de pratiques religieuses ils ont, etc. etc. Pour ça, on a utilisé l'institut de sondage, on a essayé de le faire de la façon la plus rigoureuse possible, ce qui voulait dire investir pas mal d'argent. C'est pour ça que je l'ai fait avec l'Institut Montaigne, qui est un think tank bien connu. L'IFOP a interrogé 15 000 personnes. Un sondage, normalement, c'est 1000 personnes. Donc là, on a interrogé 15 000 personnes pour trouver 1000 musulmans. Et ces 15 000 personnes, on les a interrogées sur la base d'un échantillon représentatif de la population. C'est-à-dire qu'on n'a pas appelé dans les territoires où on savait qu'il y avait beaucoup de musulmans. On a vu des chiffres déjà, le nombre. Certains disent 10 millions, 15 millions. Ogra dit il y a 10 millions, 15 millions de musulmans. Non, là-dessus, il y a un consensus, 5,5, 6. Et 4,5 millions de plus de 15 ans. On a vu aussi la sociologie. La sociologie est très intéressante parce que, disons, si on interroge des politiques ou des médias, ils vont dire échec du modèle français d'intégration. La réalité, c'est pas du tout ça. C'est un succès qui est majoritaire, qu'on voit de plusieurs manières, notamment sur, disons, l'accès au diplôme, et qu'on voit encore mieux quand on compare le destin social des enfants d'immigrés, notamment le destin socio-éducatif, et le destin social, le même, des enfants de non-immigrés. Il faut juste partir du même point de départ. L'immigration nord-africaine, les 2 tiers des gens sont venus ouvriers. Donc il faut comparer le destin social des enfants d'ouvriers de parents venus d'Afrique du Nord, puisqu'on parle essentiellement d'Afrique du Nord, 3/4 des musulmans, Afrique du Nord, 10% turcs, 10% Afrique subsaharienne. Et puis le destin social des enfants d'ouvriers qui ne viennent pas de l'immigration récente. Et là, on se rend compte que celui des enfants d'ouvriers
qui viennent de l'immigration nord-africaine est meilleur. Il n'est pas extraordinairement meilleur, mais il est légèrement meilleur. Pourquoi? Parce qu'il y a un investissement dans l'école, des familles. Ça contredit absolument tous les discours catastrophistes qu'il y a aujourd'hui sur le sujet. On voit que leur insertion dans la vie professionnelle, elle, est à peu près équivalente, voire un peu inférieure. Pourquoi? Parce que là, on a le problème de la discrimination. Et on a aussi en amont le problème de la mauvaise orientation. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui font des carrières longues, qui viennent d'Afrique du Nord, mais souvent, ils ne vont pas dans les bonnes formations. Et ils s'entêtent à avoir des diplômes parce qu'ils pensent que les diplômes vont les prévenir du chômage, et c'est en fait tout le contraire. C'est-à-dire, plus ils accumulent de diplômes, moins ils ont de chances de trouver un emploi. Mais il y a une dynamique qui est une dynamique positive. Et puis, il y a une autre catégorie, c'est vraiment les deux extrêmes. Là-dedans, il y a 10% de bac plus 5. Chez les musulmans, 30%, bac plus 2, bac plus 3. Sachant que nous, on a construit notre échantillon en demandant aux gens quelle est votre religion et quelle était la religion de vos parents. Quelle est la religion de vos parents? Ce qui a permis de voir qu'il y avait 20% des gens qui disaient avoir des parents de religion musulmane et qui disaient « moi, je ne suis plus musulman ». Et à l'inverse, 7% de l'ensemble de la communauté aujourd'hui, de ceux qui se disent musulmans, qui disent « mes parents n'étaient pas musulmans, moi je suis musulman ». Donc les convertis. Mais vous voyez, la dynamique, elle est vers la sortie de la religion et pas vers l'entrée. Je ferme cette parenthèse. Donc, sur le plan social ou socio-éducatif, une majorité qui réussit plutôt mieux que la moyenne, à niveau social de départ égal, et puis une minorité qui est en train d'échouer, et là, beaucoup plus que la moyenne. On a 30% des gens qui sont hors de l'emploi, hors de la recherche d'emploi. Et dans cette catégorie, il y a des femmes au foyer, d'une certaine manière, c'est normal, mais surtout, cette catégorie, c'était, je crois, 25 ou 26% du total. Des jeunes sans diplôme et sans qualification, et qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi, qui sont hors du système de socialisation traditionnel. Alors que le reste de la population française, on est à 10%. Donc là, on a 2,5 fois plus. Et donc la réalité sociale, c'est cette double réalité. D'une certaine manière, un suréchec qui est très important, très spectaculaire, avec une corrélation faite vivre dans un quartier où il y a beaucoup d'immigrés, puisqu'on a des statistiques de l'INSEE là-dessus, donc le niveau de diplôme et le niveau socio-professionnel, enfin le fait d'être dans l'emploi ou pas. Et puis, donc cette réalité qui correspond aux clichés qu'on a dans les médias sur la faille du modèle d'intégration, sur l'islamisme dans les banlieues populaires, etc. Et puis de l'autre côté, une majorité de la population qui s'intègre, qui est en train de réussir, évidemment en silence. Parce que c'est la complexité du modèle français. Quand vous êtes intégré dans le modèle français, en fait, c'est que vos grandes différences ont disparu. Et donc, on ne voit plus votre intégration. Ce qui est agaçant, parce que d'un côté, on dit, mais vous êtes étranger d'origine, ça se voit à votre nom, éventuellement à votre religion. Et on vous renvoie à cette altérité, et en même temps, votre parcours personnel et social, il est à l'inverse. Le résultat, c'est que la société ne se fait pas une bonne image de là où sont les immigrés. Les enfants d'immigrés, les petits-enfants d'immigrés. Elle croit toujours que la situation est pire que ce qu'elle est, parce qu'elle ne voit que ceux qui échouent d'une certaine manière, ou que ceux qui sont encore très différents. La différence, ça peut être le statut de la femme. Pourquoi le voile pose problème? On va dire les Français sont xénophobes. Mais pour beaucoup de Français, le voile, c'est le symbole de la grande différence, justement. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes dans, disons, le système français traditionnel. Notamment, il n'y a pas de différence d'héritage. En Afrique du Nord, dans le monde arabe, il y a une différence d'héritage. Le voile peut être perçu comme l'absence de liberté. Vous interrogez le grand public, est-ce que les femmes voilées le font librement? Il y a 90% des Français non musulmans qui vont vous dire non, bien sûr. L'absence d'égalité, le fait que les femmes soient voilées et pas les hommes. Les Sikhs, les hommes sont voilés, ils ont un turban. Le fait qu'il y ait une différence entre les hommes et les femmes, c'est une perception d'inégalité entre les hommes et les femmes.
Et le voile peut être perçu comme une frontière entre la personne qui le porte et le reste de la société. Et donc un défaut de fraternité. Je ne dis pas que c'est vrai. Je dis que ça peut être perçu comme tel. Et ça explique en bonne partie le point de fixation que représente le voile. Il y a cette idée, mais finalement, est-ce que ce n'est pas la preuve que vous ne pouvez pas être comme nous, alors qu'on a envie que vous soyez comme nous? La preuve, la meilleure preuve de cette ouverture et de cette fermeture, c'est le niveau de discrimination extraordinairement élevé envers les étrangers, ou ceux qui manifestent une forme d'altérité, notamment les musulmans, et le niveau de mariage mixte, qui est lui-même aussi extrêmement élevé, et infiniment plus élevé en France qu'en Grande-Bretagne, qu'en Allemagne, pour ne pas parler des États-Unis. Les États-Unis, c'est un peu différent. Les États-Unis, c'est la fixation entre les noirs et les blancs. Donc, c'est ça, on a un paradoxe. À la fois, très grande ouverture, qu'on voit par le métissage de la population, et le métissage, c'est y compris les femmes françaises qui épousent des musulmans. C'est ça qui est compliqué. Les anthropologues vous disent tous, ce qui est compliqué, c'est quand les femmes du groupe majoritaire épousent des hommes du groupe minoritaire. Donc, ce niveau qui est très élevé, et en même temps le niveau de discrimination qui est très élevé. L'enquête, elle montrait ça. Elle montrait aussi, à l'intérieur de la communauté musulmane, de l'échantillon représentatif, une très forte polarisation, on va dire, idéologique et religieuse, qui ressemblait à la polarisation sociale. Une minorité qui utilise la religion pour manifester une forme de rébellion face à la société, face au système de valeurs majoritaire, avec un niveau de connaissance de la religion extrêmement bas, une majorité qui invente une façon d'être musulman dans un environnement qui est majoritairement non musulman, je parle à un expert, et qui le fait discrètement. Mais évidemment, on ne voit que la minorité qui utilise la religion pour manifester une forme de rébellion. Et puis il y a eu les attentats. Et les attentats, ils avaient commencé avant, mais ils sont devenus évidemment extraordinairement puissants et dangereux pour la cohésion nationale. Ils servaient à ça à partir de 2015. Et le pire, c'était Charlie. Parce que le Bataclan, Nice, etc., il y avait des victimes musulmanes. Charlie, c'était des gens qui assassinent, des caricaturistes, qui ont blasphémé le prophète. Pas que le prophète, toutes les religions, mais enfin notamment le prophète. Donc c'était un attentat qui était profondément pervers. Parce qu'il visait à diviser les Français entre les musulmans et les non-musulmans. D'une certaine manière, il a en partie réussi. Donc moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà savoir ce qui se passe. Ensuite, il y a un immense problème, et je le parle sous l'autorité du Chir, il y a un immense problème religieux. Il y a un immense problème d'accès au discours religieux. Et c'est ça que j'ai essayé de déconstruire, y compris dans le dernier rapport sur l'islamisme, en essayant de comprendre comment tout ça a été fabriqué. D'abord, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, je pense que l'islamisme est une grande idéologie. Pas du tout que c'est le sous-produit de l'Occident, des méfaits de l'Occident, de la colonisation. Non, je pense que c'est une grande idéologie qui est née dans la rencontre avec l'Occident, mais qui s'est autonomisée. Et puis après, j'ai essayé de comprendre comment ça avait été fabriqué. Les frères, les Turcs, les Saoudiens, les Iraniens. Comment ça a été utilisé d'abord dans les pays concernés. Les Saoudiens, ils ont wahhabisé les musulmans qui vivaient en Arabie Saoudite. Tous les gens du Proche-Orient, mais aussi les Indiens, les Pakistanais, les Bangladais, les Indonésiens musulmans qui vivaient en Arabie Saoudite. Et le système qu'ils ont utilisé pour wahhabiser les musulmans immigrés en Arabie, ensuite ils l'ont utilisé à l'export. Les frères, c'est autre chose. Les Turcs, c'est autre chose. Peu importe. On arrive aujourd'hui dans une situation que j'avais décrite il y a 2 ans, avec cette polarisation très forte à l'intérieur de la communauté musulmane, qui par ailleurs n'existe pas, parce qu'il n'y a aucun sentiment communautaire, que certains voudraient faire exister sur le thème de la victimisation. Qu'est-ce qui caractérise un musulman aujourd'hui? C'est qu'il est une victime. C'est ça leur discours. Et puis, il y a cette emprise discursive, intellectuelle, religieuse, idéologique, qu'on voit très très bien sur les réseaux sociaux. Où là, ceux qui dominent, et de très très loin, c'est ceux qu'on appelle les salafistes. Après, j'ai essayé de penser à des solutions. Il y a les moyens et il y a les fins. Pour moi, la fin, elle est religieuse.
elle est idéologique. C'est l'accès au texte. Et c'est pas interdire les discours radicaux. On peut interdire les discours violents. On peut interdire les discours qui ne respectent pas l'ordre public. On peut interdire les discours qui appellent à la discrimination envers les femmes, envers les non-musulmans, envers les juifs, envers les mauvais musulmans, etc. On ne peut pas interdire le salafisme. Parce qu'on est dans un état de droit et de liberté. Et le jour où on interdira la liberté, on sera devenu une dictature et on aura réussi, on sera tombé dans le piège qu'ils nous tendent. Donc ça, on ne peut pas le faire. Ça ne peut être qu'un match. Ça ne peut être qu'une question d'offre. Ça ne peut être qu'une question de proposition. À partir de là, on a besoin d'une organisation. Parce que moi j'appelle ça presque une insurrection par rapport à ce qui est devenu la norme. Je parle des jeunes notamment. Ce combat-là, on ne le mène pas si on n'a pas une organisation, si on n'a pas des financements, si on n'a pas des gens qui réfléchissent, qui sont capables de produire, de conceptualiser, qui sont capables d'interroger la théologie. On ne le mène pas si on n'a pas aussi des gens qui sont capables d'aller sur les réseaux sociaux. On ne le mène pas si on n'est pas capable de former des cadres religieux. On ne le mène pas si on n'est pas capable de salarier ces cadres religieux. C'est très bien de former des imams, mais si ensuite ils ne trouvent pas de boulot, si on ne peut pas les salarier, si on ne peut pas les payer, ben en fait, ils n'auront pas d'impact et puis leur statut sera dévalorisé. Donc là, on vient à la question de l'organisation. Mais la question de l'organisation, elle n'est pas première. Ce n'est qu'un moyen pour une fin. Après, l'organisation, en fait, il y en a une aujourd'hui. Il y a une désorganisation, mais la désorganisation est une organisation. Elle est caractérisée par deux manières. D'un côté, le CFCM que vous connaissez, qui conceptuellement ne peut pas marcher. On ne peut pas mettre ensemble, en leur disant vous allez construire le Conseil français du culte musulman, des représentants d'intérêts de pays étrangers, dont l'intérêt est précisément qu'il n'y ait pas un système français qui se mette en place, parce que ça va les vider, eux, de leur pouvoir. On ne peut pas demander aux mêmes de créer une organisation avec un financement autonome, endogène, qui ne peut venir que des musulmans de France eux-mêmes, parce qu'ils se financent déjà, soit à une source étrangère, soit aux mêmes sources que l'organisation nationale peut mettre en place pour avoir un financement national. Et puis il y a de plus en plus des gens qui se sont institutionnalisés, qui sont de plus en plus autonomes par rapport aux pays étrangers, qui utilisent les pays étrangers pour faire croire qu'ils sont puissants, mais ils se sont installés, ils se sont notabilisés, et puis ils mélangent tout. Ils font du business, ils ont de l'argent, et c'est ça qui les caractérise, en conflit d'intérêts. Moi, je vois ça avec un regard de conseiller d'entreprise, de banquier. Je dis, mais le conflit d'intérêts, le conflit d'intérêts bloque tout. Donc on avait créé, c'était Dominique de Villepin en 2005, la Fondation des œuvres de l'islam, avec l'idée qu'elle allait pouvoir financer l'islam de France. L'idée, c'était que l'argent des pays étrangers allait passer par elle, qu'elle allait d'une certaine manière le vérifier, parce que les gens pensent que l'argent étranger, il est saoudien et qatari. Pas du tout saoudien et qatari. Il y en a peu. L'essentiel, en tout cas l'argent officiel, il vient du Maroc, il vient d'Algérie et il vient de Turquie, pas de Tunisie. Donc le CFCM ne peut pas exister parce que ceux qui le dirigent n'ont pas intérêt à ce qu'il existe. Le résultat, il est sonnant et trébuchant. 30 000 euros de budget, au bout de 15 ans d'existence. 30 000 euros de budget. Donc moi, j'ai essayé de réfléchir à comment on crée un système vertueux où on met en place des organisations qui vont avoir intérêt à exister. C'est quand même l'intérêt d'une organisation, c'est que ceux qui la fondent, ceux qui l'administrent et ceux qui s'en occupent font en sorte qu'elle existe. Et donc pour moi, la première chose, c'est séparer. Séparer ceux qui vont utiliser l'argent et ceux qui vont le collecter. On ne peut pas le séparer complètement. Parce que les fidèles, notamment, veulent souvent donner à leur mosquée. Mais c'est là où les fidèles interviennent. Je pense qu'il faut penser aux fidèles, justement. Et que sur quelques grands sujets, le halal, le pèlerinage, voire pourquoi pas les différents dons, les fidèles n'en ont pas pour leur argent, justement. Je prends un exemple qui est le plus évident. Le pèlerinage. Les prix ont énormément augmenté ces dernières années. Le niveau de service s'est dégradé.
dans l'augmentation des prix, il y a des taxes qui viennent des Saoudiens. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toute une chaîne d'intermédiaires qui s'intercale entre le consulat d'Arabie Saoudite et le fidèle et qui en profite. On passe à un prix moyen, je ne sais pas exactement de combien il est, on dit entre 5 000 et 5 000, 5 500, 6 000 euros. On le compare bêtement avec le prix dans d'autres pays, proches. Bon, le prix du billet d'avion est le même, et le service, les transports, l'hôtel sur place, c'est le même. Bon, on a 20, 25, 30% d'écart. Il y a un problème. L'organisation que j'imagine, elle va essayer de travailler pour le fidèle. Qu'est-ce qu'il veut le fidèle? Il veut un prix moins élevé, un service meilleur. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut? J'ai été voir le consul d'Arabie Saoudite. Il me dit, il vient de Tunisie. Il me dit, j'ai jamais vu un pays, la France, aussi mal organisé du point de vue du pèlerinage. Parce que dans les pays musulmans, l'État joue le rôle de régulateur. En France, il n'y a pas de régulateur. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on crée un régulateur. Donc, on sépare, le CFCM continue à exister s'il veut exister, en tant que représentant des mosquées. Mais pas collecteur d'argent. Le collecteur d'argent, c'est celui qui va réguler le marché. Le marché, c'est les agences de voyage. Et en régulant le marché, il va rendre un service. Il va accréditer les mosquées. Il va, si possible, dire quel est le juste prix. Donc il va décomposer toute la chaîne de valeur entre le consulat, le visa, et puis le consommateur, le fidèle en l'occurrence, mais qui est un consommateur, donc tous les intermédiaires. Il va dire voilà quel devrait être le juste prix, et voilà là où il y a des marges qui sont indues. Il rend un service. Ce service, il doit être rémunéré pour ce qu'il coûte, mais c'est aussi l'occasion de collecter un petit peu d'argent, le moins possible, avec une base la plus large. C'est le principe de l'impôt. Plus vous avez une base fiscale large, moins vous taxez. C'est exactement ce que fait la communauté juive. Tout le financement du consistoire et du Fonds social juif unifié, il est fondé sur l'idée que chaque acte de consommation religieux lié à la pratique du judaïsme va donner lieu à un financement de l'intérêt général. Pour ça, il y a une partie qui va dans les synagogues, et il y a une partie qui va au consistoire ou au Fonds social juif unifié. Là, l'idée, c'est la même. Sur le pèlerinage, essayer d'avoir une base la plus large possible, rendre un service, parce que c'est comme ça qu'on devient crédible et légitime vis-à-vis des fidèles. Il ne s'agit pas de les taxer, il s'agit de leur rendre un service. Un service qu'ils peuvent mesurer. Et collecter de l'argent à cette occasion, et utiliser cet argent ensuite pour financer ce qui doit être financé. Et d'abord, le travail théologique. Et d'abord, le travail de formation des cadres. Éventuellement, le salariat, ou en tout cas l'institutionnalisation des imams. La présence sur les réseaux sociaux. Vous voyez toute cette chaîne. Après, comment on fait? Parce que ça fait longtemps qu'on parle de tout ça. Et moi, je ne crois pas aux dons volontaires. J'y crois pas. Donc, il faut un système automatique. Si je continue l'exemple du pèlerinage. Ben, en fait, il faut remonter tout en haut. Tout en haut. Tout en haut, c'est quoi? C'est le consulat d'Arabie qui donne le visa. Il faut réussir à convaincre le consulat d'Arabie de ne plus donner de visa si les agences n'ont pas été accréditées par cette organisation que j'appelle la MIF. Si vous êtes tout en amont de la chaîne, ben en fait, vous tenez le système. Vous le tenez. Vous êtes partie prenante du système. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Si vous faites n'importe quoi, on vous retire l'accréditation. Mais si vous faites un travail de qualité, vous l'avez, et vous êtes indispensable sur toute la chaîne de valeur. Comment on fait pour y arriver? Il faut convaincre les Saoudiens. Il faut convaincre les Saoudiens, ils regardent ça parce qu'eux, ils en ont besoin pour eux. Mais les Saoudiens, ils font de la politique. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas donner ce pouvoir, qui est un pouvoir important, à une organisation s'ils ne se disent pas que cette organisation est capable d'avoir la confiance du gouvernement français. Donc c'est quelque chose à trois. Il y a le gouvernement français qu'il faut convaincre, il y a les Saoudiens, notamment le consul, et puis il y a cette organisation. Et la façon de convaincre, c'est d'avoir une charte de gouvernance, au sens de comment ça va fonctionner, la transparence, le professionnalisme, l'absence de conflit d'intérêts,
Et donc les gens qui devront administrer cette organisation, c'est comme les ministres aujourd'hui, ils font une déclaration d'intérêt. Je n'ai pas d'agence de voyage. Je ne suis pas dans aucun système qui peut donner lieu à un conflit d'intérêts avec cette organisation. Et puis une charte aussi, plus on va dire politico-religieuse, qui fait que l'État peut donner sa confiance à cette organisation. Il faut que cette organisation dise, nous on travaille pour l'insertion de l'islam dans la République. Et voilà ce que ça veut dire. Parce que sinon vous n'aurez jamais la confiance de l'État. Pourquoi le CFCM n'a jamais été capable de faire ça? Parce qu'il n'avait juste pas intérêt. L'incarnation, c'est le président du CFCM actuel, j'apprécie, et son métier, c'est d'avoir une agence de voyage. Au début, il avait des billets d'avion, maintenant il a des visas. Je l'ai vu l'autre jour, il me dit, tu es un lobbyiste. Je lui dis, je suis un lobbyiste de quoi et de qui? De personne. Je lui dis, toi par contre, je ne parle pas des Turcs, mais ton métier fait que tu ne peux pas être le régulateur de ce système puisque tu es une partie de ce système. Quand on crée un régulateur dans les télécoms, les gens qui administrent le régulateur des télécoms, ce n'est pas des salariés des opérateurs télécoms, c'est des gens indépendants. Bon, là, il ne s'agit pas d'avoir des fonctionnaires d'État. L'État, il ne fait rien. L'État, il donne sa confiance, comme il le donne au consistoire. Notre exemple, le halal. Et je prends l'exemple du kasher. Depuis très longtemps, mais peu importe, c'est valable aujourd'hui et depuis 1905. L'État donne au consistoire du judaïsme français le monopole de la délivrance des cartes pour l'abattage rituel. Pourquoi l'État a ce droit-là? État laïque, séparation, Église-État. Parce que l'abattage rituel est interdit. Sauf pour des raisons religieuses. Pour des raisons de liberté religieuse. Parce que la loi de 1905, elle dit l'État, le salarié ne finance aucun culte, l'État assure la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est la liberté religieuse. On reconnaît que le kasher fait partie des libertés religieuses. Mais c'est une exemption à la règle, une exemption à la loi. Donc l'État, quand il donne à une organisation la capacité de ne pas respecter la loi, il veut savoir à qui il la donne. Surtout que ça va générer des revenus financiers pour cette organisation. Donc cette organisation va avoir des moyens. Donc c'est là où l'État est légitime, dans le cadre de la loi de 1905. Aujourd'hui, l'État a fait la même chose avec les musulmans. Il a commencé avec la mosquée de Paris. Je ne sais plus quand d'ailleurs. Après, il y a eu la mosquée d'Evry, ça c'est en 95, je suis sûr. Et puis il y a eu Lyon. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que pourquoi c'est l'État qui décide à quelle mosquée il va donner? Pourquoi pas? Enfin, vu l'état du système, franchement, il y a probablement un peu de boulot. Ce que je lui propose, c'est la même chose. Continuer à donner aux mosquées, mais il faut qu'elles soient accréditées. Peut-être qu'il donnera à d'autres mosquées d'ailleurs. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas de monopole. Sur la cache-route, il y a le monopole. Sur le halal, il n'y a pas de monopole. Pourquoi c'est utile? D'abord parce que ça permet à ces trois mosquées d'être transparentes. Dans un cas, je pense que ça ne pose pas trop de difficultés. Dans un ou deux autres, je ne suis pas sûr. Notamment quand je vois la réaction des uns et des autres. Ensuite, parce que c'est pareil, c'est comme sur le pèlerinage. Ça permet d'être au tout début de la chaîne de valeur. La plupart des agences de certification sont liées à des mosquées. Soit elles ont été créées par des mosquées, soit elles s'appuient sur les mosquées. Au passage, je ne vois pas comment on peut avoir une agence qui certifie, comment une mosquée peut créer une agence de certification, alors qu'elle-même, elle est partie prenante de l'abattage rituel. C'est pareil, ça s'appelle conflit d'intérêts. On ne peut pas être jugé partie. Bon, et c'est vrai, c'est pas vrai dans la vie, c'est pas vrai dans la religion. La religion n'est pas différente de la vie de ce point de vue-là. Mais il y a des mosquées des agences de certification qui ne sont pas les mosquées elles-mêmes, mais qui sont quand même adossées aux mosquées. Quand vous accréditez la mosquée et que l'agence de certification est liée à la mosquée, vous pouvez dire à l'agence de certification, on ne va pas faire votre boulot de certification. En plus, ça voudrait dire rentrer dans les normes. Il y a un débat, etc. Il ne s'agit pas d'entrer dans ce débat. Il s'agit de vérifier que vous faites ce que vous dites. Donc là, il s'agit d'accréditer les accréditeurs, de certifier les certificateurs. Et là aussi, le but, c'est toujours d'élargir le plus possible la base qui va permettre de générer des revenus. Ensuite, la distribution. La distribution, c'est très important. C'est quoi la distribution? C'est les boucheries, la grande distribution, et puis il commence à y avoir de la distribution spécialisée à l'heure.
Les boucheries, ça prendra un peu de temps. La grande distribution, le jour où vous convainquez Carrefour, Casino, Leclerc, de demander la certification de l'organisation nationale, ben c'est pareil, vous avez tout d'un coup une base qui est large. Et plus la base est large, moins ça coûte. Parce qu'à la fin, qui c'est qui va payer? Ben c'est le consommateur musulman. Est-ce que c'est normal? Oui, absolument. Mais il ne faut pas qu'il paye beaucoup. Et il faut qu'il en ait pour son argent. Donc il faut qu'il ait un service en face. Il ne s'agit pas de... Quand on paye des impôts, on a un service en face. Mais là, il faut que ce soit le plus efficace possible. Et compte tenu des désordres qui existent dans le halal, dans le pèlerinage ou dans la collecte des dons, franchement, j'ai aucun doute sur le fait qu'une organisation professionnelle, transparente et efficace apportera un service qui sera un service visible et tangible. Sur le don, c'est la dernière chose. Sur le don, il n'y a pas de clé d'entrée. Sur le don, moi je pense qu'il y a beaucoup à faire avec la technologie. Il faut de plus en plus, il faudra pouvoir payer avec un smartphone. C'est autorisé récemment. L'idée que l'organisation dont je parle, que j'appelle l'AMIF, Association musulmane pour l'islam de France, elle sera loi 1905. Quand vous donnez une association loi 1905, vous donnez 100, ça vous coûte 40 si vous payez des impôts. Parce qu'il y a un rescrit fiscal de 60% du don. Donc ça, c'est intéressant. Quand on donne en cash, en général, on n'a pas le rescrit fiscal. Et puis, le fait de donner par voie électronique, ça permet ensuite d'avoir la traçabilité. Vous recevez un SMS tous les 3 mois qui dit « Voilà à quoi a servi votre argent ». Le but, c'est que cette organisation nationale aide les mosquées. Il ne s'agit pas de le faire contre les mosquées. Il s'agit d'aider les mosquées. D'aider les mosquées à monter en gamme dans leur gestion administrative. Si vous dites « je veux donner à cette mosquée » par l'application de la MIF, l'argent collecté par la MIF va aller à cette mosquée. Mais la MIF va aider la mosquée peut-être à prendre un commissaire aux comptes, à avoir un trésorier qui aura plus de temps pour faire son boulot de trésorier, etc. Donc vous voyez, l'objectif c'est de créer un système plus vertueux que l'actuel, d'améliorer, et c'est très important, le service pour les fidèles sur leur vie quotidienne de musulmans, et en même temps de collecter le moins possible d'argent, mais sur une base la plus large possible, pour faire le travail dont moi je crois que les musulmans ont besoin, et dont la collectivité nationale, c'est-à-dire les non-musulmans, ont besoin aussi, c'est-à-dire voir à la fois une mobilisation et un travail de discours alternatif par rapport à la norme que certains, et notamment salafistes, essayent de construire, pour montrer que non, l'islam, ce n'est pas ça. Et là, je pense aux non-musulmans. Non, l'islam, ce n'est pas ça. Non, la norme que certains veulent imposer, ce n'est pas tout l'islam. Peut-être que c'est une partie de l'islam, et après tout, ils ont le droit, mais ce n'est pas la totalité. Et avec ça, on casse une bonne partie des préjugés. Avec ça, on casse aussi une partie, pas tout, mais une partie des discriminations dont sont victimes les musulmans. Le fait de ne pas voir, et de ne pas voir assez de mobilisation des musulmans, notamment contre le terrorisme. Le fait de ne pas entendre suffisamment le discours du shir, vous et quelques autres, mais pas beaucoup, et vous le savez, ça donne une image des musulmans qui est absolument catastrophique. Et quand vous vous retrouvez à un emploi avec le même CV, et l'Institut Montaigne a fait un testing religieux, il y a 3 ou 4 ans, le même nom de famille qui était Haddad, le même CV, exactement le même, un prénom qui changeait, un prénom juif, un prénom chrétien, un prénom musulman. Éventuellement, des engagements associatifs, religieux, communautaires. Ben, si vous aviez un prénom musulman, vous aviez 5 fois moins de chances d'avoir un entretien. 5 fois moins de chances. Un prénom juif, 2 fois moins de chances. Pas l'égalité. Hein. Évidemment, le prénom chrétien, c'était la norme. Donc, ce que je veux dire, c'est que la question religieuse, c'est aussi la façon dont l'ensemble des Français voient les musulmans. L'image des musulmans est extraordinairement dégradée. Je discute souvent avec des grands patrons, ils disent, bah, écoutez, moi, en fait, je veux plus de musulmans. Pas parce que j'ai des choses contre eux, mais parce que ça va me créer des problèmes. Je subodore que ça va me créer des problèmes. Et donc,
vu l'état du marché du travail, en fait, je ne prends pas de risque. Donc, ce n'est pas de la xénophobie. C'est juste, on limite le risque. Le fait de donner à voir plusieurs discours, des discours, j'aime pas le mot, modéré, je préfère le mot éclairé. Moi, ce que je crois, c'est que ça va contribuer à apaiser les tensions. Et ceux qui vont gagner, c'est d'abord les musulmans. Voilà, vous voyez, donc, c'est un sujet qui est à la fois très temporel, parce que la question, c'est comment on gère l'argent. Mais il est aussi, je pense, spirituel, parce qu'il faut donner accès à toutes les formes, toutes les lectures, toutes les interprétations. Et c'est aussi quelque chose de très quotidien, parce que ça prendra du temps, mais si ça marche, ça contribuera à améliorer l'image et à apaiser les tensions. Et on est dans un moment de forte tension. Vous le vivez et on le vit tous les uns les autres. Voilà quel est le projet. Merci pour la clarté de l'exposé. C'est tout son pragmatisme. Donc là, on va vous écouter si vous avez des questions. Je peux revenir, oui. Alors j'ai plusieurs questions, plusieurs interrogations. Vous pouvez juste vous présenter comme ça. Elle est présidente de Sens Familial. Et je suis psychologue de formation. Elle est psychologue de formation. Vous avez dit là vers la fin, l'image des musulmans est extrêmement dégradée. Bon, vous interrogez les dirigeants d'entreprise. Non, là je vous parle dans le grand public. Oui, non, mais je comprends. Ouais. En tout cas, les retours que vous avez, on vous parle de qui? De l'homme musulman ou de la femme musulmane? Parce qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que l'homme musulman, le pauvre, il a trois latences, enfin, des choses, soit on attend qu'il viole, soit on attend qu'il vole, soit on attend qu'il se fasse exploser. La femme musulmane, c'est autre chose. Pour le fait qu'elle ne porte pas le voile, donc elle se présente un peu bien, qu'elle parle un peu bien. C'est une victime. C'est une espèce de victime. Non, c'est une victime. Oui, de l'homme musulman. Non. Elle est perçue comme une victime. Non, c'est pas ce que j'allais dire. Ouais. Elle passe plus pour une vitrine, finalement. Bon, elle passe mieux que l'homme musulman. Aujourd'hui, celui qui est plus à plaindre, moi, c'est comme ça que je le ressens. Ah oui. Ça, c'est la première des choses. Quand vous parlez du pèlerinage, je ne suis pas politologue, je suis politique, mais je me dis, quel serait l'intérêt de l'Arabie Saoudite si, pourquoi elle accepterait d'avoir un contrat avec la France alors que son intérêt à elle, c'est d'inonder, de nous irriguer de son wahhabisme. Il y a une perte idéologique. Pourquoi elle accepterait? C'est pas son intérêt. Je vais répondre. Il y a une troisième question. La troisième question, c'est par rapport à vous avez parlé des immigrés et des enfants d'immigrés. J'entends quand vous parlez de l'islam français, de l'acculturation, je le compare avec ce que Tariq Bourreau dit de la théologie de l'acculturation, ouais. Et je me dis avec toutes les vagues migratoires qui arrivent, là, en majorité ce sont aussi des musulmans, donc ils arrivent avec une pensée, avec une certaine pensée de l'islam. Donc ça veut dire que tout ce travail qui sera fait, parce que pour pouvoir déjà penser à l'islam français, il faut pouvoir déjà habiter le sol, connaître une culture, aimer ce pays, pour pouvoir en tout cas l'aimer et accepter l'idée qu'il y ait un islam français. Donc comment, avec toutes ces vagues qui arrivent, comment... Déjà nous, on voit déjà ici à la mosquée de Bordeaux, on voit déjà avec les vagues successives, le discours, on est tout le temps obligé de recommencer, donc c'est sans fin. Donc moi, comment vous allez faire pour que toutes ces vagues successives d'immigrés puissent avoir une simple compréhension d'un islam français? Déjà, les gens qui ont grandi ici, qui sont nés ici, qu'on leur présente cette définition, ils nous la jettent à la figure. Voilà une question. Alors, moi, quand je parle d'islam français ou d'islam de France, je parle de ce que je suis un peu légitime à dire. Je parle plutôt de l'organisation. Le travail, il est à faire, il est à refaire, il est à refaire. Entre nous, il serait à faire au Maghreb. Parce que le sujet dont on parle, c'est pas un sujet français, c'est même pas un sujet européen, c'est un sujet global. Comment une vision obscurantiste ou des visions obscurantistes ont réussi à s'imposer, ça ne veut pas dire que tout le monde les adopte, mais comment elles ont réussi à devenir une forme de norme par rapport auquel on se positionne. Ce n'est pas qu'un sujet français. Ensuite, oui, il faudra faire ce travail-là, toujours longtemps, mais c'est beaucoup plus facile à faire quand le barycentre, si vous voulez, est là, que quand il est là.
aujourd'hui, et quand on regarde les réseaux sociaux, ce que j'ai fait dans ma dernière étude, les réseaux sociaux, la situation est catastrophique en termes de qui c'est qui parle, qui c'est qui a de l'impact, qui c'est qui est suivi. Le jour où vous réussissez à avoir plusieurs offres en termes de positionnement sur les réseaux sociaux, et vous aurez moins de mal à faire venir vers ces offres alternatives des gens qui viennent, qui sont des immigrés plus récents. Mais je suis bien d'accord avec vous, c'est tout un système qu'il faut créer. Et ce système, il est pérenne parce qu'il doit fonctionner pour les musulmans d'aujourd'hui et pour les musulmans de demain. Les musulmans de demain, c'est les enfants des musulmans d'aujourd'hui et c'est les immigrés qui vont venir. Mais attention, les immigrés, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croit. Par rapport au nombre, si vous voulez, si vous raisonnez en stock et en flux, il y a 6 millions de musulmans, des immigrés, il y en a, allez, maximum 200 000 par an, 6 millions 200 000 par an. Ça fait une certaine différence. Et dans les immigrés, ils ne sont pas tous, loin de là, musulmans. Parce qu'il y en a qui viennent d'Asie, et notamment de Chine. Il y a beaucoup d'immigrés qui viennent de Chine. Et ce n'est pas des Ouïghours. Donc, enfin, pour vous répondre, oui, c'est un travail de longue haleine et qui ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. L'Arabie Saoudite, c'est tout l'inverse, en fait, de ce que vous dites. Ils ont énormément intérêt à faire un accord avec la France. D'abord, les Saoudiens, leur sujet, ce n'est pas l'Europe. Leur sujet, et dans le rapport, on l'a très bien montré, je crois, vous regardez où est-ce qu'ils ont investi. Ils ont investi en Afrique. Ils ont investi en Asie, pour diffuser le wahhabisme. Et en Afrique, ils ont investi là où il y a des musulmans. Eux, ils cherchent les masses. Donc, ils sont aujourd'hui très implantés en Afrique de l'Ouest. Ils sont au Nigeria, ils sont très puissants en Afrique de l'Est, y compris pour des raisons de proximité. Et puis, ils sont depuis longtemps, eux, avec les Pakistanais, au Pakistan, en Inde, en Indonésie, etc. Ils ont très peu investi en France. Ils ont investi en Belgique. Parce que les Belges leur ont dit, est-ce que vous pouvez organiser l'islam pour nous ? C'était intelligent, les Belges. Ils ont investi plus récemment, depuis la guerre, en Bosnie. Là, il y a des vraies implantations saoudiennes. En France, il y a un bureau de la Ligue islamique mondiale qui donne un petit peu d'argent. Ils aident de temps en temps à construire des murs. Là où ils ont de l'impact, c'est par les étudiants. Les anciens étudiants de Médine qui reviennent ici. Bon, il y en a aujourd'hui à Médine. Moi, j'étais à Médine, j'ai rencontré le recteur de l'université de Médine, j'ai rencontré des étudiants. Je crois qu'il y a 120 étudiants français à Médine, sur tous les cycles confondus. Eux, ils ont un rôle, et ils ont un rôle dans la diffusion de la parole des oulémas saoudiens. Et ça, on l'a montré, y compris sur les réseaux, parce qu'ils traduisent en fait. Ils traduisent, ils font de la prédication, et ils postent les contenus saoudiens vers des sites grand public musulmans, et notamment les sites salafistes. Et pourquoi ils ont intérêt ? De plusieurs manières. D'abord, ils sont en conflit avec le Qatar. Donc, c'est à celui qui sera le plus ennemi des islamistes. Ensuite, la société saoudienne a changé incroyablement. Il y a 60% de filles à l'université en Arabie Saoudite. Ils ont le taux de Twitter, de Facebook, de YouTube le plus élevé du monde par habitant. Les Saoudiens, ils sont hyper connectés. Ils savent exactement ce qui se passe. Et les femmes ne sont pas chez elles en train de faire des enfants, elles sont à l'université. Il y a une tension à l'intérieur de la société saoudienne monumentale. Parce que comment on peut avoir des lois qui organisent la soumission, notamment des femmes, absolument, et avoir des femmes qui sont plus éduquées que les hommes. Bon, les dirigeants saoudiens, avec leur folie, ils ont besoin que la doctrine religieuse saoudienne évolue. C'est ce qu'ils ont fait sur le permis de conduire. Alors, ils le font à leur manière, c'est-à-dire dictatoriale. Tout d'un coup, il y a 40 fatwas qui autorisent les femmes à conduire, alors qu'il y en avait 450 qui leur interdisaient du jour au lendemain. La crédibilité des religieux est un peu faible. Mais ils n'ont absolument pas intérêt, et puis c'est la troisième chose, ils ont été traumatisés par 2001. Le 11 septembre, 90% des terroristes qui sont saoudiens. Leur image est déplorable en Occident. Ils sont quand même un peu, même si quand on voit qu'ils sont capables d'assassiner dans leur consulat un journaliste et visiblement de le démembrer, ils sont quand même soucieux de leur image en Occident. Et les jeunes salafistes, proto-salafistes français, mais ils ne les reconnaissent mais absolument pas. Pareil, l'ambassadeur d'Arabie, vous dites, lui là, c'est votre enfant, il dit, mais jamais de la vie. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais rien fait pour que ce soit le cas. Le salafisme en France, il est venu d'Algérie.
Il est venu avec les militants du FIS et du JIA au début de la guerre civile, réfugiés politiques. C'est un peu compliqué à dire. Enfin, c'est ça la vérité. Donc eux, ils disent, écoutez, nous, on n'y est pour rien. Bon, c'est pas vrai, ils ont créé un environnement idéologique. Mais leur intérêt, c'est pas du tout que le wahhabisme se développe en France. Et leur intérêt, c'est de montrer qu'ils sont les bons élèves et qu'ils sont à aider le gouvernement français dans ce cas-là. Donc moi, j'ai aucun doute. J'ai parlé au ministre du pèlerinage. On y va, comme vous voulez. Après, ils ne le feront pas s'il n'y a pas un accord politique. Parce que tout ça, ça se monnaie. Ça se monnaie pas financièrement, mais politiquement. Et est-ce qu'il y a pas un risque de réseau parallèle alors, dans ce cas-là? Vous n'avez pas... Ah ben non, parce qu'ils tiennent, ils ont, le consulat, il a le monopole. Hein. Les garçons et les filles, je suis parfaitement d'accord avec vous, l'image n'est pas du tout la même. On le voit aussi à l'école. D'abord à l'école, les filles en France réussissent mieux que les garçons. Toutes les filles. Les filles d'origine immigrée, là on n'a pas des statistiques sur la religion, mais on les a sur l'origine, les filles d'origine immigrée réussissent beaucoup mieux, proportionnellement mieux que les garçons non immigrés. Elles échouent aussi beaucoup moins. Parce qu'il y a la réussite, mais il y a aussi le taux d'échec. Elles échouent beaucoup moins. Et elles sont valorisées, plutôt valorisées par la société, par rapport aux garçons. Moi, je pense que ça crée un problème anthropologique à l'intérieur des familles. Parce que les familles, notamment maghrébines, subsahariennes séparées, survalorisent les garçons. Et la société les sous-valorise. Donc là, il y a un effet de choc et de hiatus. La discrimination vis-à-vis des femmes immigrées, beaucoup plus faible que vis-à-vis des garçons d'origine immigrée. Et là, on l'avait montré dans l'enquête aussi. Et si vous voulez, une fille avec un prénom musulman qui n'a pas d'engagement associatif religieux, en fait, elle est au même niveau qu'une chrétienne. Donc bon, voilà. Enfin, après, une fois qu'on a dit ça, on crée des problèmes. Enfin, on voit qu'il y a plein de problèmes. Les filles voilées, elles sont discriminées dans l'emploi. Elles se discriminent aussi elles-mêmes. Ah ben, ils ont vu l'état de la société française. Parce que vous prenez le canal religieux, mais on va aller plus loin. On discuté avec beaucoup de femmes qui portent le voile et qui ne sont pas insérées socialement et professionnellement. Quand on va un peu plus loin, on se rend compte que déjà elles ne prient pas. Donc on se demande ça dépend égal. Le voile. Ouais. Et après, on se rend compte qu'il y a des réelles difficultés en fait, et des angoisses qui font qu'elles n'osent pas. Alors, est-ce que c'est un manque de compétences relationnelles, compétences professionnelles, etc. Ouais. Elles ne vont pas sur le terrain de peur d'échouer. Donc le voile, ça coupe tout de suite, mais de toute façon, on ne prendra pas, etc. C'est sûr que ça crée une difficulté supplémentaire. Après, moi, je ne juge pas, hein, mais c'est sûr que ça crée une difficulté supplémentaire. On reste 5 minutes. Mais on reviendra. Non, on reviendra plus. On termine une fois pour toutes. Pour la prière, on n'est pas obligé de la faire, on va la faire après. On va faire notre hachem. Essayez de maîtriser très rapidement. Je parle trop, hein, je suis désolé. Non, vous êtes là pour ça. Merci pour cet exposé. Je voulais savoir si vous aviez mené une réflexion sur quantitative, un peu prévisionnelle, oui. Sur un peu les revenus financiers que peuvent générer un peu. Ouais. Parce que tout à l'heure vous avez parlé un peu de la part un peu du don, de la part du halal, ouais. Sachant que par exemple vous avez cité l'exemple du FSU et la cache-route, voilà, le consistoire, et que principalement le FSU c'est des dons qui sont issus de la tzedaka plus que la cache-route. Ouais. Et vu le nombre aussi de consommateurs du kasher qui est très réduit. Donc voilà. Oui, la cache-route, c'est un des éléments du financement du consistoire. Bon, les chiffres, hein. Le consistoire, c'est 25 millions d'euros de budget, et le FSJU, c'est 25 millions d'euros. Donc c'est 50 millions. Pour 10 fois moins de juifs que de musulmans. Alors, je fais pas la projection disant ça pourrait être 500 millions, mais je pense que le budget du CSM, c'est 30 000 euros. Donc il y a une marge entre 30 000 euros et 500 millions. Non, 500 millions. Après, les Français de confession juive ont un niveau social, un niveau professionnel, un niveau de revenu qui est clairement supérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pauvres. Il y a aussi des pauvres. Mais voilà, toute chose égale par ailleurs. Et je ne crois pas du tout qu'on puisse avoir un système qui génère 500 millions d'euros annuels de revenus pour l'investissement. Mais bon,
Alors, on a les chiffres du pèlerinage. Ça, c'est 22 000, 21, 22 000, 60 000 pour le pèlerinage, 60 000 en blanc. Le don, c'est compliqué. Il n'y a évidemment pas de données puisque les mosquées déposent rarement les comptes. On a des chiffres britanniques. Les Anglais sont mieux organisés pour ça. Il y a un chiffre de 2016, je crois, ou 2017, mois de Ramadan, en Angleterre, les charities musulmanes, donc les dons aux associations caritatives musulmanes, donc les dons déclarés, 100 millions de livres, 120 millions d'euros, sur un mois, avec un tiers de musulmans de moins en Grande-Bretagne qu'en France. Peut-être qu'ils sont un peu plus riches, peut-être. Non, parce que vous voyez les riches, vous ne voyez pas les pauvres. Et dans la communauté musulmane française, il y a plein de riches. Non, mais elle s'est incroyablement enrichie. Regardez, il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a une classe moyenne, il y a une élite, il y a... Bon. Et par ailleurs, je pense que les Britanniques donnent plus que les Français parce que, c'est pas qu'ils soient musulmans, mais les Britanniques donnent plus que les Français. Les Français, ils trouvent que c'est les impôts qui doivent financer ça, et chez les anglo-saxons, les Américains, c'est encore plus. Vous faites état de vos dons, c'est une façon de montrer que vous avez réussi votre vie professionnelle. Mais un tiers de musulmans en plus en France. Je crois qu'il y a 4,5 millions de musulmans de plus de 15 ans. Dans l'enquête, on avait montré que les 2 tiers étaient pratiquants. Pratiquants, c'était ceux qui disent, je ne sais pas si c'est vrai, mais qui font un ramadan, qui respectent un certain nombre d'interdits, etc. Ça fait 3 millions. Bon. Quel est le don moyen du musulman en France pour les œuvres, les œuvres religieuses? S'il y en a 3 millions qui donnent, je parle des plus de 15 ans, s'ils donnent 50 euros par an, ça fait 150 millions. S'ils donnent 80 euros par an, ça fait 240 millions. S'ils donnent 100 euros par an, ça fait 300 millions. Je ne sais pas combien il y a de projets de construction de mosquées. Moi, j'ai calculé le fonctionnement du culte, pas l'investissement. Le fonctionnement, je pense qu'on est à 50-60 millions. Alors, il faudrait avoir une enquête mosquée par mosquée. Bon, mais franchement, c'est pas beaucoup plus que ça. C'est peut-être 80, j'en sais rien. C'est pas beaucoup plus que ça. Parce que les structures sont très légères, vous le savez mieux que moi, faute de moyens. Après, il y a de l'argent qui va dans la construction des mosquées. Probablement que c'est le delta, parce que là, il y en a beaucoup. Combien, on ne peut pas savoir. Mais s'il y a 250 millions de dons, s'il y a 10% qui va à l'organisation nationale, sachant que cet argent va retourner aux musulmans, pas forcément pour le fonctionnement de la mosquée, mais 10% de 250 millions, ça fait 25. C'est énorme. Si vous prenez 200 euros, vous réussissez à faire baisser le prix du pèlerinage, en faisant la vérité des prix, en supprimant la chaîne d'intermédiaires, tout simplement parce que vous allez donner la construction du prix. En disant, là, le prix devrait être de temps, parce que la marge légitime de l'intermédiaire qui rend un vrai service, c'est temps. Ça, on sait le faire très bien, c'est ce qu'on fait sur le prix de la tomate, entre le producteur et le consommateur. Le pèlerinage, c'est pas différent. Il y en a sur le grand pèlerinage, 21 000. Si vous prenez 200 euros, ça vous fait 4 millions. 4 millions automatique. Il y a du travail, parce qu'il faut certifier les agences. Donc il y a une partie de ces 4 millions qui va financer le travail. Bon, je ne sais pas combien ça coûtera, 500 000 euros. Bon, il reste 3,5 millions. Bon, le halal, 3, 4, 5 milliards. Il ne faut pas penser en chiffre d'affaires, il faut penser en marge. Bon, la marge, elle n'est pas de 3 milliards. La marge dans l'agroalimentaire, en général, elle est 3%. Les produits spécifiques, le bio, c'est pas 3% la marge. C'est 10, 12, 13. Le halal, c'est un produit spécifique. Je ne sais pas quelle est la marge, mais si c'est 10%, ça fait 300 millions. 300 millions. Il ne s'agit pas, il y a une marge d'intermédiation, etc. Si vous prenez 1%, enfin 10% des 300 millions, ça fait 3 millions. Bon. Je pense que ça peut être beaucoup, beaucoup plus. Donc, les ordres de grandeur, franchement, sur le pèlerinage, c'est facile, parce que là, on a le chiffre. Les dons,
c'est un travail de conviction. Donc il faut montrer que c'est plus intéressant de donner à l'association musulmane nationale, quitte à ce qu'elle redonne aux mosquées locales, parce qu'on peut flécher le dos. Ça, c'est sur l'appli, vous tapez Organisation nationale, mosquée de Bordeaux. Hein. Voilà, c'est réglé. Hein. Ça va revenir à la mosquée de Bordeaux avec le dégrèvement fiscal. Donc au lieu de donner 100 euros, vous pourrez donner 250 euros. Ça vous coûtera autant, hein, à la fin 100 euros, pour ceux qui payent des impôts, c'est-à-dire la moitié des Français, probablement les musulmans étant un peu moins riches, 40%, hein, mais c'est ceux qui donnent le plus. Bon. Et le halal, si vous réussissez à être au tout début de la chaîne, vous avez la clé, c'est 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, j'en sais rien. Bon, franchement, on peut financer l'islam de France. On prendra Voilà. 5 minutes, on va faire la prière ensemble. Parce qu'on va faire la prière ensemble. On va prendre 5 minutes. Hein. Et ils ont fait. Non, on va faire la prière, nous, ensemble, après. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ont terminé. Marwan, on va prendre 5 minutes, c'est ça? Prendre 5 minutes. Moi, je fais ce que vous voulez. Marwan, et après une ou deux autres questions. On a la première initiative de Maxime de votre exposé, vraiment très éclairée, très basée sur une vision aussi, non seulement le discours, mais basée sur une vision qui paraît vraiment très réaliste. Le CORIF date de 30 ans. Ouais, 89. Voilà. Ouais. Donc on arrive à 30 ans. Je ne parle pas de la gestion des musulmans, il faut beaucoup d'espoir, malgré que il y a une mutation importante dans les générations qui fait que l'évolution est beaucoup plus sensée, beaucoup plus importante. Mais je vais me focaliser sur la position de l'État. Pourquoi l'État aujourd'hui va accepter de laisser l'affaire des musulmans aux musulmans et de ne plus accepter l'ingérence politique extérieure qui fait parfois quand même l'affaire de l'État. Et on a vu des positions flagrantes des ministres de l'Intérieur, même le président de la République allait négocier la formation des imams de France en Arabie Saoudite, etc. Maroc. C'est sur Hollande. Au Maroc, avec Hollande. Ouais. Alors, je pense personnellement, à mon humble avis, que Macron n'a pas la même mentalité, vu l'âge, vu la mentalité. Peut-être que vous allez nous donner un peu plus d'éléments. Qu'est-ce qui va faire que l'État va changer de position vis-à-vis de cette question? Alors, l'État, enfin, le président de la République, il a un problème politique. D'abord, il s'est engagé sur le sujet. Il a dit, je veux que ça change. Il l'a dit au CFCM pendant Ramadan, au dîner de 2017. Il a dit, écoutez, la situation, de son point de vue à lui, qui est d'abord un point de vue d'ordre public, la situation n'est pas satisfaisante. Ce qui n'est pas satisfaisant, c'est que le CFCM ne fasse rien. Ensuite, ce président-là, contrairement à son prédécesseur, il considère que les religions ont un rôle dans la société. Il l'a dit aux catholiques. Vous vous souvenez, ça ému certains, etc. Moi, je rêve, c'est ce que je lui dis, il faut faire le même discours aux musulmans. On a besoin de vous. Vous avez un rôle dans la société. Et votre rôle, c'est aussi de combattre l'extrémisme chez les musulmans, et notamment la violence. Ensuite, dans le système que je propose, si vous regardez, vous donnez des moyens à l'islam de France. Parce qu'il y a un système automatique qui permet un financement. Et les États étrangers, une bonne partie de leur influence, c'est l'argent. Vous ne coupez pas l'argent des États étrangers dans ce système-là. Vous le banalisez. Vous ne faites pas ça contre eux, éventuellement un peu contre les Turcs. Parce que les Turcs, vraiment, ils exagèrent. Mais vous leur dites, votre système, il ne marche plus. La preuve, c'est la situation. Mais c'est aussi un effet de génération. Les musulmans sont français. Dans l'enquête, 3/4 sont français. La moitié sont nés en France. Ceux de moins de 25 ans, ils sont à 70% nés en France. Donc l'idée qu'on va pouvoir sous-traiter aux pays étrangers le contrôle, parce que c'est né sur la question du contrôle, mais aussi finalement la formation des cadres religieux, c'est une idée folle. Les imams qui viennent du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, ils rencontrent les jeunes Français attirés par le salafisme, et ils disent mais retourne chez toi.
t'es un blédard, retourne chez toi. Enfin, je te connais pas, tu parles même pas ma langue. Et si tu parles ma langue, tu n'as pas ma culture. Donc, cette idée-là, je pense, et j'espère que j'y vais modestement contribuer, je pense que l'État l'a compris. Par ailleurs, le bureau des cultes, il est bon, le bureau des cultes. C'est très bien ce qui se passe. Eux, ce qu'ils veulent pas, c'est qu'il y a un sujet de sécurité. Il y a un sujet de coopération, de renseignement. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Il y a une façon de parler aux États. Une façon de parler aux États, le Maroc, par exemple, il a un sujet politique, il a un sujet financier. 5% du PIB du Maroc, c'est les transferts des Marocains d'origine. Si on coupe le lien culturel entre ces Marocains d'origine et le Maroc, à un moment, cette manne-là va s'éteindre. On n'en est pas là. Si vous voulez, pour être concret, on parle de formation d'imams. Le Maroc a vendu à François Hollande sa capacité à former des imams à l'Institut Mohamed VI. On envoie des Français se former là-bas. Mais si les Marocains savent le faire, et franchement, moi, je n'ai pas de compétences pour le mesurer, qu'ils viennent le faire ici. Parce que c'est un sujet politique. Les Français, l'ensemble de l'opinion publique, qu'est-ce qu'elle voit ? Elle entend ingérence des pays étrangers. Entre nous, elle croit que c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar. Elle ne croit pas que c'est le Maroc et l'Algérie. Bon, peu importe. Ingérence. Imam étranger. Psalmodieur étranger. L'image que les Français ont de ce qu'est l'islam dans les pays musulmans, et notamment du Golfe, elle est apocalyptique. Donc le président de la République, lui, si on forme des imams ici, peut-être avec une technologie, un savoir-faire marocain, algérien, si vous êtes bon, venez. Et l'association dont je parle, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire des appels d'offres. On a besoin d'un séminaire de formation, ou de mettre en réseau, ou de, je ne sais pas. S'ils sont bons, ils le feront ici. Voilà, très bien. Il faut financer du travail théologique. Ils ont des idées, très bien. Ils ont des gens ici, très bien. Voilà. Vous voyez, c'est pas contre. Après, c'est vraiment important, il y a une dimension politique, évidemment. Je ne suis pas sûr que le roi du Maroc ait envie de se brouiller avec le gouvernement français, si le gouvernement français, et c'est un sujet majeur pour lui, essaye d'engager ou de trouver des interlocuteurs musulmans juste plus efficaces. Je ne suis pas sûr. Les Algériens, il y a un petit sujet sur c'est qui le gouvernement algérien, mais vous voyez, tout ça, ça va au-delà des intérêts ici de telle ou telle individualité qui dit mais moi je suis soutenu par le Maroc ou l'Algérie. Non, il y a des sujets plus importants. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas de créer des affrontements, mais je pense qu'il y a un terrain commun, sachant que de plus en plus, et ça on l'a montré dans notre rapport, ce sont les islamistes français qui influencent les islamistes du Maghreb. La circulation du matralisme, il va d'Arabie Saoudite vers l'Algérie et vers la France, et de la France vers l'Algérie. Et j'ai rencontré il n'y a pas longtemps le ministre algérien des Affaires religieuses. Lui, il est très 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 mal à l'aise par rapport au matralisme saoudien. Très mal à l'aise. Donc il a les mêmes intérêts que la France. On prendra trois. Il y a Sarah, il y a Karim. Je prends dans l'ordre. Voilà, Habib. Il y a Karim, il est imam de Bek, il est aumônier de prison. Je vous remercie avant tout pour cet exposé. Je voulais juste savoir par rapport à cette manne financière. Pour donner la chance à tout le monde de poser cette question, si vous pouvez faire une synthèse, parce que là vous développez. C'est juste pour profiter un peu plus de. Alors, je voulais savoir quels sont les critères d'attribution de votre manne financière par rapport aux projets qui sont en cours. Je parle bien sûr des dons qui ne sont pas tracés, des dons anonymes. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que vous croyez que les États qui soutiennent certaines mosquées pour le halal, ils vont rester les bras croisés s'ils voient que vous allez canaliser tout l'argent du halal par rapport à certaines associations? Donc il y a 3 mosquées que vous avez citées. Est-ce que vous croyez qu'il ne va pas y avoir une résistance à contrecarrer ce projet? Je vous réponds rapidement. Je ne crois pas que les États, je crois que les individus vont résister. Les États, franchement, c'est un sujet très important pour le gouvernement français. Ça va dépendre aussi du poids qu'il y met.
S'il dit ça ne me regarde pas, oui, les États vont essayer d'intervenir. Si le gouvernement et le président de la République lui-même, parce que c'est un sujet du président, appellent les chefs, ses homologues, pour leur dire « j'ai besoin de vous, il faut que ça change », non, les individus qui gèrent ces mosquées, y compris parce qu'ils ont des intérêts personnels, oui, ils vont, oui, ils vont hurler. Ils ont commencé. Tout d'un coup, le CFCM s'est mis d'accord sur tout. On va donner la chance à tout le monde. Dans votre projet, ce qui est très séduisant dans votre projet, c'est vraiment que vous responsabilisez les gens. On a connu 30 ans, 40 ans de déresponsabilisation. Ah, mais ça, je suis... Khadija, tu respectes les gens. Pour moi, c'est un sujet d'émancipation. Les musulmans s'occupent des musulmans, sans la tutelle des États, avec confiance, parce qu'il faut la confiance, mais sans la tutelle des États. Après, comment ça va être réparti? Il y aura des règles, une règle de fonctionnement, de transparence, une règle, il faut que tout cet argent aille à la promotion d'un islam il y a deux volets compatible. importants parce qu'on nous s'est étalé sur la question financière, il nous reste la question théologique. Ouais. Comment vous c'est pas la mienne. C'est pas la mienne. C'est pas la mienne. Il faut quand même qu'on nous donne dans le projet ces deux volets qui n'ont pas été abordés. Oui, parce qu'on s'est étalé c'est la question financière qui est très importante. Oui, mais c'est là où je suis un peu légitime. Attendez, non mais je voudrais répondre parce que c'est une vraie question. Comment ce sera utilisé? Il y aura un cadre de transparence des fonds et un cadre, tout ça doit aller à l'islam dans le cadre de la République. Après, il va y avoir des commissions, sujet par sujet. Vous allez me dire, mais quand on met 3 musulmans ensemble, ils ont 4 avis. Ils n'arriveront jamais à se mettre d'accord. Mais à partir du moment où vous distribuez de l'argent, à partir du moment où vous avez de l'argent à distribuer, ils arriveront à se mettre d'accord. Et il y aura des sensibilités. Ce qu'il faut, c'est casser, enfin, de mon point de vue, les liens nationaux. Je trouve ça absurde. Bon. Mais il y aura des sensibilités. Plus il y aura d'argent, plus il y aura une diffusion qui sera large. Dans un cadre qui est un islam compatible avec le système républicain. Voilà. Alors Sarah, Habib, et après... Et pas de conflit d'intérêts. C'est-à-dire ceux qui décideront de l'emploi de l'argent, ils ne pourront pas en bénéficier. Et s'ils veulent décider, c'est-à-dire s'ils veulent être administrateurs de l'organisation, ça veut dire qu'ils n'auront jamais de financement. Sarah? Vous avez parlé du système, de l'organisation du système par rapport au financement, mais vous n'avez pas parlé de l'organisation des mosquées déjà existantes et sur l'idée de comment on devra, si on doit créer une nouvelle mosquée et comment elles sont organisées. C'est ça. C'est la question, le volet administratif. L'association, vous l'imaginez comment? Que ce soit administratif ou théologique. C'est ça. Alors, pour moi, l'association LAMIF, c'est une association de 1905. Oui. Elle va récolter des fonds. Les fonds sont destinés aux fidèles et à l'exercice du culte. Donc, les fonds, fondamentalement, il y en a une partie qui doit aller directement aux mosquées. Pour que les mosquées aient accès, il faut qu'elles soient bien gérées. C'est la poule et l'œuf. Mais pour qu'elles soient bien gérées, en fait, il faut que l'AMIF intervienne. Donc, qu'elle vienne aider les mosquées à disons, avoir une capacité. Mais comment elle sera mise en place, l'AMIF? L'AMIF Par quel système? Vous savez, un jour, on crée une association, et ça s'appelle l'AMIF. Et alors, vous allez me dire, qui y aura à l'intérieur? C'est ça. Quelle légitimité? Je vous réponds, aucune légitimité. Parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que ces gens-là ont un projet qui correspond à... disons, en lequel les parties prenantes peuvent avoir confiance. Les fidèles. Le consulat d'Arabie, puisqu'on a besoin de lui à un moment, le gouvernement français. Le sujet, c'est pas est-ce que les gens qui le portent sont représentatifs. Puisque là, on parle d'une organisation qui va réguler. Le sujet, c'est est-ce que les gens qui le portent sont indépendants. Et est-ce que le projet qu'ils présentent est convaincant. Sachant que si l'État dit on y va, et que 2 ans après, il se rend compte que les gens ne sont pas sérieux, l'État, il a une influence politique. Donc il peut retirer sa confiance. Peut-être qu'il y a des gens qui viendront en disant mais nous, on a un meilleur projet de régulation. Peut-être que l'État dira oui, j'ai envie dans la mesure où il peut intervenir, qui n'est que du soft, qui n'est pas la loi. Il pourra dire eux, peut-être que c'est mieux. Voilà. Donc comment elle se crée? Dans un mois, elle sera créée et il y aura un bureau. Après, tout le monde dira c'est une honte. Non, ce ne sera pas une honte. Est-ce que les gens qui sont au bureau sont
cochent les cases qui ont été identifiées. Est-ce qu'ils sont capables de convaincre? Après, c'est une start-up. Sauf que c'est bénévole. Habib, après Karim Oussara. Je pose la question à tout projet qui va sortir. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Ouais. Il y a des associations, il y a des mosquées, il y a des personnalités qui vont adhérer. Il y en a d'autres, peut-être non. Après, est-ce qu'il y aura une flexibilité concernant les gens qui n'adhèrent pas et puis la nouvelle structure, elle va prendre le temps pour convaincre ceux qui sont opposés ou les associations ou les mosquées qui hésitent, où il faut imposer cette structure à... Mais alors, c'est pas le CFCM. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux mosquées d'adhérer à l'organisation. Pas du tout, c'est même le contraire. On va leur dire, vous allez en bénéficier. Mais vous allez en bénéficier surtout si vous en êtes loin. Parce que ce n'est pas vous qui allez administrer, ce n'est pas les gestionnaires de mosquées qui vont administrer cette structure. Eux, ils vont en profiter parce qu'ils vont candidater pour avoir de l'argent. Ça, c'est une chose. Qui va être contre? Les gens qui... c'est difficile d'être contre, en fait. Parce qu'on peut dire, ils ne sont pas légitimes, etc. Bon, moi, ce que je fais en ce moment, c'est essayer de mobiliser des gens de bonne volonté. Donc, eux, pour l'instant, ils m'attaquent moi personnellement. Mais moi, ça ne compte pas. Ce qu'ils vont voir, c'est qu'il y a des gens de bonne volonté qui ont envie de mettre en place cette structure. Après, ils vont être contre quoi? La transparence? Difficile d'être contre la transparence. L'indépendance? Difficile d'être contre l'indépendance. Donc, ils vont essayer d'invoquer des histoires de forme ou de personnes pour ne pas parler du fond. Donc, plus il y aura... plus le nombre de personnes, et surtout la qualité, d'une certaine manière, des personnes qui rejoindront le projet, moins ils pourront attaquer la forme, et plus il faudra parler du fond. Donc, moi, je suis pas... Enfin, les gens de mauvaise foi, ils vont se voir très vite. C'est ceux qui sont en conflit d'intérêts. C'est ceux qui ont à perdre, y compris personnellement. Parce que tout le monde n'est pas honnête dans l'affaire. Et après, convaincre les gens de bonne foi, au début, il y aura beaucoup de méfiance. Parce que le niveau de méfiance dans la communauté, il est extraordinaire. Mais si, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, ils voient qu'il y a des vrais services concrets, tangibles, mesurables, que le prix du pèlerinage baisse, qu'il y a un meilleur système pour la collecte des dons, qu'ils ont le sentiment qu'ils ne se font pas escroquer chaque fois qu'ils achètent des produits halal. Là, la confiance, elle va se construire comme ça. Ce sera long. Ce sera long et au début, il y aura beaucoup de turbulences. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que ça n'existe pas. Juste, je ne sais pas si c'est une question. Il est président de l'association Repère qui s'occupe des jeunes et des architectes de formation. Voilà, justement, je vais parler de ça parce que les imams, aujourd'hui, on a les imams de France. Je n'ai pas compris pourquoi depuis le temps, il n'y a pas un ordre des imams de France, comme l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, l'ordre des architectes. Ouais. Et puis l'imam peut exercer en libéral, avoir son cabinet et s'occuper d'une mosquée au 10, au 20, au 30, Ouais. ou à mi-temps d'une mosquée. Il fait une note d'honoraire et puis Ouais. il gère. Ça existe, il y a des imams itinérants. Donc je ne comprends pas pourquoi, parce que du coup, l'imam, il adhère à l'ordre par un diplôme, comme l'ordre des médecins, des avocats, des architectes. Il répond à une déontologie, il prête serment, même si dans l'éthique musulmane, le serment, on le prête d'office par la shahada. Et s'il veut venir d'Algérie, puisqu'on est dans un pays de liberté, ou du Maroc, il peut venir, mais il faut qu'il s'inscrive à l'ordre français. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse des formations, et derrière il y a un contrôle, et le jour où il dérape, il est radié de l'ordre, il ne pourra plus exercer. Ouais. Pour moi, c'est une évidence. Je ne sais pas pourquoi on attend si longtemps de mettre ça en place. Et puis là, on a du coup un discours qui est ouvert, mais en même temps contrôlé. Parce que les architectes ou les avocats ou les médecins, et les médecins ici, les médecins sont différents. Il y a des médecins qui travaillent avec éthique, il y a des médecins qui travaillent derrière le chiffre, comme les architectes, comme dans tous les corps de métier. Ouais. Donc après, on ne peut pas contrôler la conscience des gens, mais au moins on contrôle le discours. Ouais. On ne peut pas avoir un dérapage parce que ça ne fera pas tomber la profession d'imam. Et puis il y a une cotisation annuelle de l'ordre des imams, et puis il y a un président de l'ordre, il y a des conseillers régionaux, etc. Et puis voilà, on avance. C'est plus une question pour toi. Mais c'est surtout que ceux qui auraient dû faire ça, toujours pareil. Le conseil théologique, comment vous le voyez? Ne voulez pas.
dites Bah, c'est pas dans le Conseil, il faut que la MIF soit là où elle est légitime. Donc, et notamment parce qu'elle va être administrée par des gens qui ont un certain profil. C'est pas la MIF qui va faire la théologie. La MIF, elle va financer dans un cadre qui est bien déterminé des gens qui, eux, vont avoir un discours théologique. Parce qu'elle leur a dit, il y aura eu un consensus pour dire c'est important. Le conseil théologique, je pense qu'il est à côté. Moi, j'ai parlé il y a 2 ans et Anouar Bibèche se moque de moi. Il dit on va créer, moi je pense qu'il faut un grand imam en France. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand rabbin. Et parce que moi je pense, pas seulement aux musulmans, je pense aux non-musulmans. La dernière fois qu'un non-musulman a entendu des versets coraniques, c'était le 16 novembre 2015, la revendication du Bataclan. Tous les gens qui parlent là, le CFCM, il n'y a pas un religieux dans l'affaire. Pas un. Personne ne parle de religion. Le fait d'avoir un grand imam ou un grand moufti, comme il y a un grand rabbin, c'est une façon d'avoir un discours religieux dans l'espace public, déjà dans l'espace public non musulman. On dit les musulmans sont divisés, vous n'y pensez pas, mais les juifs ne sont pas divisés. Entre les libéraux et les chassidim, il y a autant, les Lubavitch, il y a autant de distance théologique qu'entre des musulmans, je ne sais pas comment on les appelle, et puis les salafistes. Donc, enfin, alors peut-être qu'il n'y en aura pas un, qu'il y en aura 3, qu'il y en aura 4, peu importe. Je pense qu'il faut qu'il y ait une parole religieuse, une référence religieuse. C'est extrêmement important. Ce n'est pas la MIF qui va décider. Par contre, elle peut contribuer au financement. Et moi, je crois, c'est très terre à terre, mais que quand on tient l'argent, en fait, on peut créer une structure. Je vais vous dire quelque chose par rapport au discours religieux. Oui, je pense que la structure représentative du culte marche avec trois éléments. Le nerf de la guerre, comme on dit, la structure économique, c'est un levier essentiel. D'abord parce qu'il donne une indépendance du discours. Si le discours n'est pas payé par l'extérieur, n'est pas subordonné à une force extérieure, il y a une stabilisation de la théologie par le matériel. Malheureusement, le discours religieux, c'est comme l'âme, c'est comme l'esprit, il habite le corps. Il n'y a pas une religion qui est déconnectée par rapport à une structure. Dans le côté, je pense, le côté économique, il est essentiel. Il y a le côté administratif. Il faut faire évoluer le CFCM parce qu'il gère les mosquées, etc. Mais il faut une parole religieuse lisible, audible, intelligible, qui parle à la masse écrasante des musulmans et au reste de toute la société. Voilà, il y a cette pièce qui manque, essentielle, cette parole d'apaisement, parce que le propre d'une religion, c'est d'apaiser l'angoisse existentielle des gens. Donc, ce n'est pas une représentativité canonique, mais plus théologique que canonique. Parce qu'il ne s'agit pas d'être uniquement une instance du normatif. La religion n'est pas que des normes. C'est une question de sens également. Donc ce conseil théologique doit être pensé comme l'institution là économique. Il est en train de se penser. Il faut penser le profil des gens qui vont siéger, quelle est sa fonction, quel est son discours, etc. Avec la même logique que cette institution économique. Voilà. Donc il y a 3 pièces, moi je vois 3 pièces qui sont indépendantes, chacun dans son créneau, mais dans une économie commune. Voilà, il faut trouver les mosquées. CFCM. C'est CFCM qui doit évoluer. CRCM, c'est des. Il y a l'économique, CFCM qui doit évoluer pour gérer, et puis c'est ces 3 pièces qui fonctionnent. Pour le faire bénéficier tout le monde. Non, c'était une question. Pardon, on va dire ça. Bonjour, merci pour votre intervention. Et donc, moi j'avais une question, c'est organiser l'islam de France et une institution pareille, je pense que c'est un projet colossal quand même, enfin de zéro, et nécessite du temps, je pense. C'était une promesse du gouvernement, donc depuis Emmanuel Macron. Combien de temps se donne le gouvernement justement pour mettre en place Moi, je crois déjà, mais ça c'est leur problème je pense que c'est une erreur de dire que Emmanuel Macron va organiser l'islam de France. C'est pas son rôle. Non, mais c'est pas vous qui dites, c'est eux. Alors, dans son discours
congrès là, en juillet, il disait pas je vais organiser. Mais tant mieux, parce que c'est pas à lui d'organiser. On me demande souvent pourquoi ça prend du temps. Parce que c'est l'affaire des musulmans. Quand les musulmans seront prêts, ça n'existe pas les musulmans, dès les musulmans seront prêts, ils iront le voir en disant, enfin moi c'est ça ce que je propose, on fait un accord. Un accord, comme vous avez un accord avec le judaïsme, comme vous avez un accord avec le protestantisme. On ne voit plus qu'il y a un accord, parce que c'est très ancien, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même un accord. Donc, lui, enfin, je pense, de toute façon, l'État, au-delà du président de la République, l'État ne peut rien faire s'il n'y a pas une partie prenante musulmane qui a envie de faire. Et l'histoire du CFCM montre en 15 ans qu'ils ne voulaient pas faire, et ben ils n'ont rien fait. Et l'État, il est toujours là en disant, écoutez, j'aimerais bien que je viens aux réunions du CFCM pour éviter que les Marocains et les Algériens se battent. Quelle honte. Donc la responsabilité, elle est chez les musulmans. Et la meilleure façon de dépasser les clivages nationaux, le sujet, c'est pas le Sahara, le sujet, c'est la France. Et puis après, il faut se mettre du côté des fidèles. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de calendrier. Là, le calendrier à monter, ça va très vite. Pour que ça marche, au sens où il faudra avoir la confiance des fidèles, ça va prendre 3-4 ans. Pour que ça ait une influence sur le débat théologique, 5-10 ans. Ouais. Alors, on va conclure avec la dernière question. Ouais. Mahmoud, dernière question. C'est une question qui n'a rien à voir. Actuellement, donner un prénom en France, on a le choix de donner 1, 2 voire 3. Est-ce qu'on ne pourrait pas imposer absolument de donner 3 prénoms dès la naissance? Ça éviterait le prénom de Haddad et de Eli, la discrimination sur le CV. Non, moi, franchement, on est dans un pays de liberté. On s'appelle comme on veut. Les officiers d'état civil, ils refusent des prénoms qui peuvent porter préjudice à l'enfant. Ça, ils ont le droit. Mais ça s'arrête là. Et le principe, c'est la liberté. C'est, en l'occurrence, la liberté de croyance. Et les gens ont le droit de se comporter, de croire, de faire ce qu'ils veulent, tant que ça ne contrevient pas à certaines règles de la vie en société. On ne va pas dire vous êtes obligé d'avoir 3 prénoms, dont un du calendrier chrétien, ou 2 ou 1. Non, enfin, vous donnez autant de prénoms que vous voulez. Par rapport avec une question religieuse, peut-être le conseil théologique. Non, par rapport au CV, j'ai évoqué ça par rapport au CV. Donc c'est très bien, il n'y a pas de prénom musulman. C'est pas la personne, c'est son père. Oui, mais le père, il transmet le prénom. Le prénom, c'est la filiation. Donc le père, il transmet, les parents, c'est pas le père, c'est les parents, ils transmettent ce qu'ils veulent et le prénom, il lui donne du sens. Le prénom, c'est un signe. C'est un signe d'appartenance. Rien que mon entourage, ouais. J'ai 4 cas qui sont au tribunal en train de changer leur prénom. On va s'arrêter, on arrête là. En tout cas, pourquoi merci. Pas si ça marche, pourquoi pas. Vous savez, il n'y a pas de nom musulman, il y a des noms et c'est tout. Je finis juste. Et la dernière question. Le travail de mobilisation, c'est maintenant. Et c'est pas dans 6 mois. Donc, rapidement, parce que moi, ça fait 2 ans que je travaille avec Macron, et 1 an avec le gouvernement et tout le gouvernement. Eux, je pense qu'ils sont prêts à y aller. C'est la question la plus importante, c'est la question politique. Ils sont prêts à y aller. Leur question, c'est combien il y a de personnes de votre côté. Voilà. C'est pas, moi, je veux pas des gens derrière moi. Je veux des gens au même niveau. C'est pas mon projet. Et puis moi, je suis d'une certaine manière le moins qualifié. Vous connaissez, vous vivez ça au quotidien, ce qui n'est pas mon cas. Mais ça doit être le projet de beaucoup de gens sensés qui sont sur le terrain, qui font des choses, et qui disent oui, enfin tout ça, c'est juste une évidence. Enfin, le principe, c'est on sépare, on évite les conflits d'intérêts. Et à partir de là, on réussira. Le reste, c'est de la technique. Donc voilà, le sujet, c'est combien de divisions, combien de personnes qui sont prêtes à y aller.
là-dessus, parce qu'en face, il y a le CFCM qui dit c'est inimaginable. D'ailleurs, nous sommes tous d'accord pour enfin dépasser nos... Bon, personne n'y croit, hein, du côté de l'État, personne n'y croit, qui sont d'accord entre eux. Mais s'il n'y a pas suffisamment de monde prêt à aller dans ce sens-là, l'État ne prendra pas le risque, parce qu'il y a quand même un risque. Pour information, le CFCM, on ne représente pas tous les CFCM. Non, mais Et la synthèse qui a été faite hier par le bureau d'études, c'est que la majorité des mosquées veulent une alternative. Oui, mais c'est sûr. Et des initiatives des régions Des initiatives pour des régions Là, le principe, c'est que c'est un sujet national. Dans les assises dernièrement, la grande majorité des gens, ils ont demandé 2 ans de réflexion. 2 ans pour donner le temps sur la forme de la structure, sur la forme du conseil théologique et sur la forme de l'institution de financement. Le conseil théologique, c'est une chose. L'institution de financement, on n'a pas besoin de temps. C'est faisable. Ça ne demande pas de réflexion théologique à long terme. L'économie, c'est la rationalité, on a tous les instruments, etc. Le conseil théologique, ça demande beaucoup de temps parce qu'il faut une acclimatation de la parole religieuse, une parole religieuse commune. C'est plus long peut-être. Mais l'économie, il n'y a qu'une seule économie. La théologie, on a beaucoup. Donc... Là, le principe de gestion, c'est des gens sans conflit d'intérêt et bénévoles. Et eux, ils vont regarder, vous savez, ils vont faire un travail d'audit et d'expertise comptable. Hein. C'est pas tel ou tel, il n'y a pas de sensibilité. C'est est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas. C'est tout. Et après, il faut mettre des systèmes, des verrous, parce que quand vous avez la clé, vous avez capacité à avoir des ressources financières. L'emploi de l'argent, il faudra des gens qui représentent des sensibilités différentes. Mais le jour où vous avez l'argent, c'est beaucoup plus facile de discuter. En tout cas, merci Hakim, ce projet il est très pragmatique. Merci.